Merci à vous. Écoutez, on m'a donné la lourde tâche d'introduire cette journée. Donc, mesdames et messieurs, je salue Madame la directrice. Je ne la vois pas présente ici ce matin, mais je lui adresse mes amitiés cordiales. C'est un plaisir et un honneur d'introduire cette journée dédiée à l'Open Science au milieu d'éminentes personnes qui ont consacré plusieurs années de leur vie. Certains qui, je vois des plus jeunes ici, qui vont probablement consacrer une bonne partie de leur vie aussi à l'Open Science. Et pour la troisième année consécutive, la France est le pays européen numéro 1 en termes d'open data. Nous pouvons nous en réjouir. Alors comment on en est arrivé là? Grâce à une politique publique de la donnée résolue, promue notamment par un excellent rapport de 2020. J'ai un excellent rapport de 2020, mais j'y associe bien évidemment Stéphanie Combe, qui faisait partie des co-rapporteurs et co-rédacteurs de ce rapport, qui avait été remis au Premier ministre Castex, qui parlait de l'open data, qui parlait des codes sources, qui parlait des algorithmes, et qui a préfiguré une trentaine de recommandations, dont la plupart d'ailleurs, depuis, ont été adoptées, que ce soit sur le champ réglementaire ou sur le champ législatif. Et puis c'était un rapport qui arrivait après d'autres rapports. Je pense à des rapports de Stéphane Trojette, de Trojette. Je pense au rapport de Laura Letourneau et Monsieur Pont, par ailleurs. Donc il y a eu des rapports, il y aura d'autres rapports sur l'open data, puisque c'est un chemin, non pas de croix, mais c'est un chemin qui qui nécessite d'être débroussaillé. Et donc ce rapport a été matérialisé par une feuille de route dédiée en 2021. L'obligation d'ouverture des données de la recherche publique est posée par la loi pour une République numérique de 2016, avec quelques exceptions légitimes, par exemple en ce qui concerne le secret professionnel, les secrets industriels et commerciaux, les données personnelles ou les contenus protégés par le droit d'auteur. Depuis, nous avons souhaité que l'ouverture devienne le choix par défaut, car elle bénéficie au plus grand nombre. Pour l'économie, la donnée est un levier d'innovation et permet la croissance d'entreprise. C'est une banalité de le rappeler ici ce matin, mais il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, les Anglais ne s'y trompent pas. Quand ils parlent de l'ouverture de la donnée, souvent ils associent ça comme étant assez spontanément, finalement, aussi des éléments constitutifs de relais de croissance. Ils ne le voient pas comme une contrainte, mais comme un élément supplémentaire de développement. Et pour le politique, elle permet la prise de décision éclairée. Je le disais dans mon rapport, l'ouverture de la donnée, c'est la transparence qui ne génère pas spontanément la confiance, sinon on en ferait tous les matins. Mais l'inverse, par contre, est assez véritablement vérifié. Vous n'avez pas de transparence, vous avez peu de confiance. Et pour les citoyens, elle permet un meilleur contrôle des politiques publiques et améliore la qualité du service public. Pour la science, elle permet une diffusion de la connaissance à l'ensemble de la société. L'exemple du Covid est à cet égard assez éloquent, me semble-t-il. Cette période a été un laboratoire de l'ouverture à large échelle des données de santé. En France, l'administration a choisi de publier ouvertement le tableau de bord de suivi de l'épidémie avec une mise à jour quotidienne. Alors, je faisais partie de ceux qui aiguillaient un petit peu Olivier Véran, Santé publique France, qui demandait que ça, pour aller plus loin dans la publication de ces données. Mais force est de constater que l'épisode Covid a révélé notre capacité à pouvoir le faire. Et finalement, ça a été assez contributif de la capacité qu'ont eu les gens d'avoir plus confiance encore dans la façon dont on surmontait cette crise, à la fois dans la capacité à vacciner, mais aussi dans la façon d'appréhender. Et en parallèle, Santé publique France, dont je viens de parler, a mis à disposition du public 79 indicateurs liés à la Covid-19 au travers de son portail Géode, avec publication des indicateurs sur data.gouv.fr dans un souci de transparence. La publication de ces données a permis l'émergence d'acteurs privés comme Covid Tracker, grâce au travail précurseur de Guillaume Rosier, qui a séduit par son accessibilité et son ergonomie. Ces échanges et cette émulsion entre public et privé a permis d'obtenir l'application Tous Anti-Covid telle que nous l'avions connue. Les citoyens ont ainsi pu saisir l'utilité concrète d'un tel partage de données et les pouvoirs publics ont pris conscience des points d'amélioration possibles, par exemple la nécessité d'investir dans les infrastructures de collecte de données et notamment la rénovation d'un certain nombre de systèmes d'information, en tout cas la perfectibilité de leur interopérabilité. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand on a vécu l'épisode Covid, on a vu à quel point, finalement, entre les systèmes d'information des EHPAD, celui des hôpitaux, celui de la médecine de ville, on avait quelques difficultés de lien. C'est à l'occasion du Covid que le Health Data Hub a d'ailleurs été renforcé et autorisé à recevoir des données pseudonymisées en lien avec l'épidémie de la Covid pour à la fois assurer la centralisation des données de santé afin d'en faciliter l'accès aux équipes de recherche, construire en partenariat avec les acteurs à la source de la collecte des données, des grands jeux de données dont il est apparu que certains faisaient défaut dans la lutte contre l'épidémie,
Et à titre de comparaison, puisque j'ai le plaisir de présider le groupe d'amitié entre notre pays et Taïwan, la gestion de la pandémie a été, de ce point de vue, admirable à Taïwan en raison de l'ouverture des données et de l'intelligence artificielle, déjà, sous l'impulsion notable de la ministre Audrey Tang, que j'ai le plaisir de rencontrer, avec laquelle j'échange régulièrement. Cette méthode a par exemple permis de générer des alertes et indiquer au personnel soignant si un patient revient d'une zone à risque, retracer les chaînes de contamination, optimiser la répartition des stocks de masques, créer des centaines de solutions citoyennes pour fluidifier l'information, lutter contre les fausses informations. Et à Taïwan, ce n'est pas un petit sujet. Une partie des données utilisées à Taïwan reposait sur la géolocalisation, ce qui soulève une importante question de données personnelles. Si on le rapproche à nos réflexes européens, en Europe, le RGPD n'aurait ainsi pas autorisé l'ensemble des pratiques. Mais le cas taïwanais demeure éloquent pour étudier la gestion réussie de la pandémie grâce à l'ouverture massive des données. Je note par ailleurs que la libération de la donnée s'est ici effectuée dans un contexte d'urgence et a permis une croissance des entreprises spécialisées. Je crois résolument que l'une des leçons à tirer de cet épisode et qu'il ne faut pas attendre les situations de crise pour partager la donnée, bien sûr. Il nous faut à présent accélérer dans ce domaine, car force est de constater que plusieurs entreprises et chercheurs français privilégient aujourd'hui l'utilisation de données à l'étranger. C'est de moins en moins vrai avec les hubs qui ont été créés, ici sous l'égide du Health Data Hub. Et je pense notamment s'agissant de ceux qui sont tentés d'aller le faire, auprès de pays très compétitifs dans ce domaine, comme les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, mais sur l'intelligence artificielle, on voit d'autres pays investir, je pense aux Émirats arabes unis. Pour en citer quelques-uns, les solutions développées ne sont alors pas représentatives de la réalité de nos pays et peuvent comporter des biais, mais ça vous le savez tous, la France et l'Europe ont des atouts à faire valoir dans cette bataille de la donnée. Il faut d'abord lever les freins liés au partage de celles-ci, qui sont en particulier dus à une méconnaissance des règles de partage, des craintes d'absence de reconnaissance scientifique ou économique, puisque souvent des bases de données ont été constituées par des équipes au prix d'efforts considérables, notamment pour obtenir des financements, et elles attendent un juste retour sur investissement. Par exemple, la Fédération des hôpitaux de France appelle à protéger l'intérêt des établissements de santé publics qui doivent être les premiers bénéficiaires de leurs données. Mais c'est aussi, ces freins liés au maintien de réflexes propriétaires avec la volonté de maintenir une forme de suivi ou de contrôle sur l'utilisation de leurs données. On cite la PHP, demande que tout projet de recherche requérant un accès aux données de son entrepôt soit réalisé en partenariat avec un médecin de la PHP et au moins 20% des registres mettent de résultats en accès libre. Je ne reviendrai pas ici sur les conclusions du rapport que nous avions remis au Premier ministre, mais le frein, il est éminemment des freins humains et des freins de management parfois, et des freins d'incarnation quand il s'agit de la mobilisation politique. Il faut ensuite lever les freins concernant l'accès aux données, à savoir l'éparpillement des bases de données, leur contenu hétérogène, documentation insuffisante, la complexité et la longueur des démarches réglementaires, des délais longs de mise à disposition effective. Autant de difficultés déjà soulignées, comme je le disais dans mon rapport de 2020, mais qui sont en tendance à se résorber grâce à des progrès en termes de qualité, d'interopérabilité, de simplification et aussi des éléments, que ce soit sur le champ réglementaire ou législatif, qui concourent à lutter contre ces freins. La question de la confiance et de l'éthique de la donnée est également centrale. On le voit apparaître dans les débats, et notamment européens, et c'est bien que l'Europe se situe dans une troisième voie du numérique, entre le Big Brother chinois et le Far West américain impose qu'effectivement les sujets du numérique dans leur grande largeur et ceux de la donnée nous imposent d'avoir des réflexions autour de l'éthique. La transparence sur son utilisation, les garanties apportées à son stockage, le choix des algorithmes, l'assignation des citoyens au contrôle de leurs données sont autant de voies qu'il nous faut continuer à renforcer. Et comme nous sommes à Paris Santé Campus, je tiens à illustrer mon propos avec l'exemple des données de santé. Vous avez sans doute déjà pris connaissance du rapport sorti au mois dernier, Fédérer les acteurs de l'écosystème pour libérer l'utilisation secondaire des données de santé, qui inspirera la prochaine feuille de route gouvernementale. Il constate que la France dispose d'un patrimoine de données de santé très riche, dont l'utilisation est croissante, mais qui demeure encore cloisonnée et peu interopérable. Des progrès ont été faits. La base principale du système national de données de santé ouvre ses données depuis 2016 au bénéfice de nombreux chercheurs. De nombreux entrepôts de données de santé se sont développés grâce au plan d'investissement France 2030. Néanmoins, des améliorations sont encore possibles, notamment sur la fréquence de mise à jour des données, leur qualité, la réduction du délai d'accès effectif aux données. Aujourd'hui, le délai moyen d'accès aux données de l'ACTAM est compris entre 10 et 12 mois, et sur un accompagnement financier pérenne. Ce dernier point sera d'ailleurs l'occasion d'un travail lors des textes budgétaires à l'automne prochain, et j'y serai pour ma part très attentif. De la même manière, des améliorations peuvent être apportées en termes de coopération et de confiance. La création du Health Data Hub en 2019 a témoigné d'un investissement public important pour faire progresser la réutilisation des données de santé
et structurer l'écosystème. Il s'est imposé comme un partenaire central de l'écosystème des données de santé, avec un accompagnement des porteurs de projets appréciés et un rôle de sensibilisation sur l'utilisation des données de santé. Toutefois, le rapport appelle à renforcer la confiance avec les producteurs de bases de données. Le comité stratégique des données de santé, créé par la loi relative à l'organisation et à la transformation des systèmes de santé de 2019, devrait prendre toute sa place dans l'impulsion et la coordination de la politique d'utilisation secondaire des données de santé. Au-delà, les solutions déjà éprouvées doivent encore et toujours être renforcées pour la confiance et l'accessibilité. La transparence doit être renforcée vis-à-vis des patients sur la réutilisation des données de santé. Des formations sur l'utilisation de la donnée doivent se poursuivre. Le développement d'outils de bac à sable aussi, des standards de données doivent être établis pour renforcer l'interopérabilité des bases de données. Nous sommes sur ce point sur la bonne voie avec, par exemple, le développement d'une base nationale ouverte des essais cliniques en France, accessible par API à l'écosystème public et privé, prévu par la dernière feuille de route du numérique en santé. Difficile enfin d'évoquer les données de santé sans parler de leur sécurité, pilier essentiel de la confiance que j'évoquais il y a un instant. J'aimerais rappeler deux actualités à ce sujet. La première est l'autorisation de l'hébergement des données de l'assurance maladie sur Microsoft Azure par la CNIL pour une durée de 3 ans. La seconde, c'est le vote du projet de loi SREN qui rehausse la protection des données de santé en actant la migration de la plateforme du HDH vers un cloud Secnum Cloud d'ici fin 2026 et l'hébergement des archives des données de santé sur Secnum Cloud. Sur ce sujet sensible, ma position est celle du pragmatisme. Le piratage en février dernier des données des opérateurs de tiers payants Almeris et Viamedis, avec plus de 33 millions de Français concernés, nous a une fois de plus rappelé l'importance de la protection de ces données. Une circulaire de 2021 a clarifié la doctrine cloud au centre de l'État et précisé la nature des données sensibles qui doivent faire l'objet d'une protection accrue. Ainsi, les données protégées par le secret médical relèvent de cette catégorie. Les ajouts du projet de la loi SREN sont donc cohérents et bienvenus et en compatibilité avec le schéma de certification des services cloud, communément appelé UCS, en cours d'élaboration au niveau européen. L'événement de ce matin est placé sous le signe de l'open science, ou science ouverte, pour les grands défenseurs de la langue de Molière. La gestion et l'ouverture des données bénéficient largement aux progrès de recherche scientifique et permettent des économies d'échelle en mutualisant les efforts de production et de collecte des données. De la même manière, l'ouverture des codes et des logiciels est clé pour la recherche scientifique et l'open science. La France a fait le choix d'inscrire cet objet essentiel qui est la recherche scientifique dans deux politiques nationales. Le plan national pour la science ouverte, la politique des données, des algorithmes et des codes sources. Quel est notre objectif ? Faire en sorte que les données produites par la recherche publique française soient progressivement structurées en conformité avec les principes FAIR, faciles à trouver, accessibles, interopérables, réutilisables, préservées et, quand cela est possible, ouvertes. Notre leitmotiv, c'est faire de la science ouverte le principe par défaut. C'est l'essence du deuxième plan national pour la science ouverte, ce que le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présentera juste après mon propos et que je ne vais donc pas divulgacher pour rester en bon français. Permettez-moi simplement de saluer deux recommandations majeures qui ont été mises en œuvre. La création de la plateforme, on parlait de data.gouv.fr, on va parler de la plateforme recherche.data.gouv.fr, qui d'abord constitue une solution souveraine et fiable, qui ne laisse aucun scientifique sans solution pour ouvrir ou partager ses données. Enfin, le triplement du budget de la science ouverte ensuite, de 5 à 15 millions d'euros par an, témoigne de l'engagement résolu du gouvernement et de la majorité dans ce projet. Grâce à cette ambition et à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, le taux de publication en accès ouvert des publications continue de progresser au fil des différents baromètres de la science ouverte et témoigne de cette dynamique. 65% des publications françaises parues en 2022 étaient en accès ouvert fin 2023, contre 27 points de moins 5 ans auparavant. Concernant les essais cliniques, le taux d'ouverture dans les 3 ans est de seulement 52%, contre 6 points de moins 9 ans auparavant. La dynamique est, vous le constatez comme moi, plus faible, en raison notamment du faible partage par les promoteurs académiques. Aujourd'hui, il faut donc identifier avec pragmatisme et précision les points d'amélioration et agir en conséquence afin de massifier l'open data et l'open science. Enfin, je crois fermement que le passage à l'échelle ne pourra pleinement s'effectuer qu'au niveau européen. L'objectif global de l'Union est de renforcer l'innovation, la recherche et l'éclairage des politiques publiques dans le respect des droits fondamentaux. L'équilibre à trouver est subtil. Le droit européen a donc progressivement posé des normes de haut niveau ces dernières années afin d'accompagner et de structurer un véritable marché unique de la donnée, notamment dans le champ de la santé. Plusieurs textes peuvent être cités à cet égard. Je pense au Data Governance Act, qui
pose un cadre général et des mécanismes de gouvernance pour faciliter le partage de données au sein de l'UE, avec l'établissement de conditions de réutilisation et d'accès des données détenues par le secteur public. Je pense aussi au Data Act, qui permet une meilleure répartition de la valeur générée par l'utilisation des données entre les acteurs de l'économie des données, notamment pour les données générées par l'Internet des objets. Je pense aux directives successives qui ont établi le réseau e-health entre autorités nationales de santé et l'infrastructure de services numériques de santé en ligne et mettront en place d'ici fin 2025 la prescription et l'ordonnance électronique interopérable ainsi que le dossier médical électronique européen. Le tout dans le respect du RGPD qui, dans le cadre des données de santé, pose le principe d'une pré-information individuelle des patients à chaque réutilisation de leurs données. À cet égard, des interprétations différentes du RGPD subsistent au sein de chaque État membre et font par exemple obstacle à la réutilisation des données de santé. En ce sens, une interprétation plus harmonisée des textes européens serait éminemment souhaitable. Je ne cesse de le dire depuis des années, même si les choses progressent, mais je pense que nous ne sommes pas arrivés au point culminant. Au-delà, il conviendra de clarifier l'articulation entre le RGPD et chacun des textes cités. Car le constat européen est similaire en tout point à celui dressé en France. Le développement de nouveaux produits et services de santé numérique est entravé par la fragmentation des normes, une interopérabilité technique et juridique insuffisante et un manque de culture de l'ouverture. Le règlement EHDS, European Health Data Space, voté au Parlement européen en décembre 2023, est à cet égard porteur de grandes ambitions complémentaires. Il vise tout à la fois à assurer le contrôle des individus sur leurs données électroniques de santé, fixer les règles pour les solutions offertes sur le marché pour les dossiers de santé, autoriser les chercheurs, les innovateurs et les décideurs politiques à exploiter les données de santé disponibles en définissant des règles, une infrastructure cohérente, fiable et efficace, ainsi qu'une gouvernance pour l'utilisation primaire et secondaire des données. Ce dernier point est certainement l'un des plus délicats. Le règlement devra déterminer qui et dans quelle mesure doit avoir accès à l'ensemble des données, par exemple concernant les pays tiers. Ce sont des débats que nous continuons collectivement à suivre avec attention, car le parachèvement d'un marché unique européen de la donnée contribuerait à stimuler considérablement notre recherche et notre innovation. Pour conclure, j'irai même plus loin. L'Europe ne remportera la bataille de l'IA qu'à condition de remporter celle de la donnée. L'IA, c'est un marché mondial évalué à 208 milliards de dollars en 2023 et des cas d'usage déjà concrets. Dans le domaine de la santé, elle est déjà au service des professionnels en permettant de libérer du temps médical et au service du patient en permettant un meilleur suivi, parfois un meilleur diagnostic que l'œil humain. Je pense aux applications en matière de radiologie, dermatologie par exemple. La libération de la donnée permet d'élaborer des solutions qui améliorent notre quotidien et sauvent des vies. Il faut le dire, il faut le rappeler. L'Europe et la France ont de belles cartes à jouer dans ce contexte. Aussi, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux.